Bien, on est de retour aux affaires puisque ce samedi, c'est WWE Bad Blood 2024. Le revival d'un événement qu'on n'avait plus vu depuis bien des années. Ah ouais, je suis en train de checker la chronologie. Le dernier, c'était en 2004, 20 ans plus tard. Pas un mal en soi puisque, oui, changer l'appellation du PLE Hell in a Cell en Bad Blood fait référence bien sûr à cette stipulation phare qui a clôturé chaque précédente édition de Bad Blood, à commencer par celle de 97, In Your House Bad Blood, avec le légendaire Shawn Michaels contre Undertaker, encore considéré comme l'un des combats préférés de beaucoup de gens à ce jour. Alors cette édition 2024 qui se tiendra au State Farm Arena de Atlanta en Géorgie, on va tout de suite parler du lieu, Atlanta en Géorgie, là où il y a quelques semaines, Cody Rhodes et Roman Reigns se sont retrouvés dans le stade de football américain pour évoquer leur passé, leur passif également, et cette association qui fait beaucoup parler pour faire face à la nouvelle Bloodline, Solo Sikoa et Jacob Fatu. Et donc c'est dans ce contexte assez particulier aussi pour ma part, puisque je vous ai fait aucune review de Weekly ces 4-5 dernières semaines, et je vais pas vous mentir, j'en ai quasiment regardé aucun dans son intégralité. Bah ouais, je me suis contenté, comme beaucoup d'entre vous, je le sais, des highlights. Alors pour compenser mon impertinence face à ce Sturistradamus où je vais, comme d'habitude, vous livrer mes pronostics, et comme je l'avais énoncé lors du dernier Sturistradamus avant Bash in Berlin, je vais vous donner la parole. Vous m'avez posé des questions, vous m'avez fait part de vos hot takes sur l'état actuel de WWE en vue de cet événement WWE Bad Blood, donc ouais, vous allez faire une partie du travail à ma place. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On teste? On voit comment ça marche? Et on est parti. Je suis prêt à parier cher que ce logo a été généré par une IA. Alors j'ai été faire le test moi-même, j'ai demandé à Dali de me générer un logo pour WWE Bad Blood à Atlanta, et voilà ce que ça a donné. Bon, je sais pas, vous préférez lequel? Vous préférez l'original ou la version qui a été faite sur par IA? Je sais pas si c'est une IA quand même, les formes elles sont quand même... Il y a une symétrie qui est quand même pas mal, peut-être pour se trouver l'inspiration. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est... Ah, les IA, le débat des IA. Ah, le débat des IA, on est parti? Non, on n'est pas parti, que... Bref, pas une hot take, mais 5 matchs seulement en pay-per-view, ça pue la merde, on n'en peut plus. Ah, c'est déjà virulent. On demande pas des pay-per-view de 8 heures non plus, mais au moins 7 matchs, c'est pas la mer à boire. 5 matchs seulement sur un premium live event, vous êtes nombreux à penser que c'est peu. Ton avis sur l'obsession de Hunter de garder les PLE à 5 matchs pour les moins importants, sachant que certains matchs comme Bronson contre Strowman, Sami contre Gunther ou Melo Andrade auraient mérité d'être présents. La formule à 5 matchs commence à me lasser car je trouve que les PLE mineurs deviennent moins intéressants que les weekly, certains des noms les plus mis en avant du roster ne sont jamais en PLE, on a très peu de grosses prises de titres en dehors du Big Four et donc peu de suspense, etc. Il faudrait tellement qu'ils rajoutent un Carmelo versus Andrade sur la carte de Bad Blood et même rajouter LA Knight afin de faire ça un match de championnat. Mais bon, la carte a déjà 5 matchs, donc c'est foutu j'imagine. Alors ça je comprends tout à fait parce qu'il y a un côté frustrant que je ressens aussi, il y a d'excellents programmes en ce moment à la WWE qui sont développés non pas pour trouver leur finalité, leur aboutissement en pay-per-view, ou premium live event si vous préférez, mais pour donner de grosses affiches pour les programmes télévisés, et aujourd'hui, WWE gagne beaucoup plus d'argent avec la télévision que avec ses premium live events. Alors je sais que beaucoup de fans ne suivent WWE qu'à travers leurs shows importants, on s'attarde un petit peu moins généralement sur Raw, SmackDown, NXT, parce que mi bout à bout, évidemment, ça fait quand même 7 heures de catch à mater chaque semaine, et ça peut paraître un petit peu redondant à force. Alors WWE, ils ont eu cette bonne technique de vous forcer à regarder les weekly parce qu'on sait jamais ce qui peut s'y passer, il peut se passer des matchs totalement fous, des matchs que vous avez envie de voir, dont justement Bronson Reed contre Braun Strowman qui a eu lieu lors du dernier Monday Night Raw et qui a été aussi un prétexte de ramener à l'action Monsieur Seth Rollins. On se régale bien évidemment de la série de matchs entre Andrade et Carmelo Hayes, une série de matchs qui pour le coup, dont on ne se lasse pas parce que le in-ring est très très bon, et ça j'en reparlerai pour un autre match qui va voir sa 3e occurrence peut-être dans le main event, ça aussi vous posez beaucoup la question. Et oui, pour moi le gros absent de ce premium live event c'est potentiellement l'affiche qui a été confirmée pour le Monday Night Raw de la semaine prochaine entre Sami Zayn et Gunther. En plus de ça c'est pour le championnat World Heavyweight, alors très belle affiche pour la télévision, très belle affiche pour un programme de ce fait gratuit. Cependant, en effet, dans l'esprit de Triple H, dans la nouvelle direction que prend WWE, on aime bien poser un climat, faire des longs clips de 5-6 minutes pour résumer tout le programme de choses qu'on
l'a déjà vu, sauf qu'on met une musique derrière, on rend la chose épique, et en effet, ça donne envie de voir le combat, mais on avait déjà envie, si on avait regardé les weekly avant, on a envie fatalement. Il y a aussi du temps laissé pour les sponsors, les programmes publicitaires, et c'est vrai qu'à comparaison, quand on regarde ce que proposent les autres compagnies, dont, évidemment, je vais en parler, All Elite Wrestling, où on a pour 1 heure de plus, généralement 9 ou 10 matchs, que tout s'enchaîne très très vite. C'est vrai que WWE, quand je regarde un PLE aujourd'hui, j'ai l'impression de bien respirer entre chaque match. C'est vrai que c'est long, mais quelque part, ça fait grimper en moi cette petite excitation, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la boxe notamment, où il y a des fois beaucoup de temps qui s'écoule entre 2 combats. On sacralise beaucoup plus les entrées, et on a l'impression de regarder vraiment un mini-film désormais à chaque match, tellement les combats sont désormais très produit et très scénarisé. Alors au lieu de sortir d'un Premium Live Event avec 20 000 informations en tête, on en a seulement 5, s'il y a 5 combats, mais 5 informations qui généralement nous marquent. Est-ce que c'est la bonne recette ? Pour WWE, si on se base uniquement sur un point de vue économique, ça a l'air d'être la bonne. Est-ce que c'est au goût de chacun ? Ça c'est un autre débat, mais bon, heureusement pour nous, il existe d'autres produits qui procèdent différemment. Le catch ne s'arrête pas qu'à WWE, vous le savez, je me tuerai toujours à le dire. Hot take, pourquoi j'ai l'impression que les PLE qu'on a eu en Europe, c'était juste pour que la WWE dise on sait que vous existez. La carte de Bad Blood paraît 10 fois mieux que celle de Bash in Berlin et Backlash réunis, et je m'inquiète pour le potentiel PLE en Belgique. Bon, le PLE en Belgique, c'est pas encore fait, c'est à l'état de rumeur, tout comme celui prévu potentiellement en Italie. Cette arrivée des Premium Live Events en Europe, c'est quelque chose de très nouveau. Déjà, souvenez-vous, quand il y a eu le premier Clash at the Castle, c'était la première fois que WWE organisait un vrai pay-per-view et pas un Rebellion ou un Insurrection comme il l'avait fait au courant des années 2000. Non, là c'était un vrai Premium Live Event, dans le registre, en plus de ça, dans un stade, dans le registre de celui de SummerSlam en 92. Il y a un grand homme qui a fait de l'alpinisme, qui m'a dit un jour, il faut y aller petit pas par petit pas. On va pas bouder notre plaisir non plus, parce que ces Premium Live Event en Europe, c'était bien, on pouvait la regarder à notre horaire d'Européens, mais dans la manière dont ils étaient placés dans l'agenda de WWE, il est vrai que là, on a plus l'impression que des programmes vont aboutir et obtenir une conclusion lors de Bad Blood, et donc ça les rend plus excitants. Et l'autre chose super excitante, c'est que c'est le retour dans le ring de Roman Reigns, chose qu'on n'avait pas vue depuis le mois d'avril, depuis qu'il a perdu le titre à WrestleMania, donc c'est un petit événement. Je m'inquiète pas pour les futures échéances, potentiellement en Italie ou en Belgique, je pense qu'on va y aller progressivement, qu'on aura des plus belles affiches à l'avenir. Seul le temps nous le dira, mais pas d'inquiétude de mon côté. En tout cas, j'aimerais pouvoir vous rassurer si vous pensez la même chose. Voilà, je dirais que je fais du corporatisme WWE. Qu'est-ce qui m'arrive ? On va passer à la carte principale, il n'y aura pas de kick-off, encore une fois, enfin si, il y a peut-être un kick-off, une conférence de presse qu'ils font 2 jours avant, j'ai pas suivi. Il va y avoir désormais un countdown, où on va pendant 2 heures parler de tous les programmes, toutes les storylines en long, en détail, avec un panel d'invités, il y a souvent quelques petites interviews avec les principaux intéressés du pay-per-view qui sont potentiellement intéressantes, mais toujours pas de match sur ce programme qui sera disponible gratuitement sur YouTube à partir de 22h, et oui, petite nouveauté, le Premium Live Event commencera à minuit, heure de Paris, c'est pas trop tard. Donc pour vous en France, évidemment, ça sera en exclusivité sur le WWE Network. Pas de rediffusion programmée sur les chaînes qui distribuent WWE, bien tout ça, là, je pense que c'est la saison de WrestleMania potentiellement quand il y a des rediffusions. Et je vais me lancer à l'assaut de cette carte avec toujours vos questions pour m'accompagner, et je vais prendre des risques parce que je vais espérer que l'opener de ce WWE Bad Blood sera le match par équipe qui opposera Cody Rhodes et Roman Reigns, l'alliance que personne n'a vu venir mais qui en même temps fait sens mais pas sens pour tout le monde face à la Bloodline 2.0, la Bloodline de Wish, de Temu si vous préférez, Jacob Fatu et Solo Sikoa. Enfin surtout Jacob Fatu, parce que Jacob Fatu, on aime bien le voir catcher Jacob Fatu, il est pas mauvais. Cody est bien plus intéressant quand il interagit avec RKO qu'avec la Bloodline. Alors ça, c'est une bonne remarque, parce que oui, Cody Rhodes, il développe quelque chose de très intéressant dans sa position. Le dernier programme avec Kevin Owens, j'en ai dit plein de bien dans la review de Bash in Berlin, c'était un excellent combat. C'est intéressant de voir comment sa psyché se développe et de voir à quel point le poids qu'il a désormais sur les épaules en étant le visage de la compagnie a tendance à lui faire commettre quelques petites boulettes, quelques petites erreurs. Et justement, la pression en plus de ça de faire équipe avec son rival de ces 2 dernières années, Roman Reigns, pour pouvoir ajouter sa pierre à l'édifice, d'éradiquer une bonne fois pour toutes les alliances Bloodline et tout ça, sachant que, je pense que dans sa tête c'est clair, si Roman Reigns il se débarrasse de ce Sikoa, il reformera peut-être une autre Bloodline pour prendre en chasse Cody Rhodes. Alors oui, dans le développement psychologique, je trouve que Cody Rhodes apporte pas mal, notamment grâce
super renforts que font Kevin Owens et Randy Orton, qui eux ont le même but que lui, ils veulent l'aider, mais Cody Rhodes, peut-être qu'il se tire un petit peu la fiche pour lui, c'est le champion après tout, faut qu'il ait une position forte. Est-ce que tu sens que Kevin Owens a tourné sur Cody Rhodes après son match? Il pourrait y avoir une énorme hit, surtout à Atlanta. Alors ce que j'aime beaucoup avec Kevin Owens, c'est qu'on a longtemps pensé qu'il allait péter un câble et qu'il allait tourner sur Cody Rhodes avant leur match de Bash in Berlin. Il l'a finalement jamais fait. Il a montré des petits signes d'agacement, mais il l'a pas fait. J'aime bien quand WWE nous emmène sur un terrain pour finalement prendre une direction opposée et nous laisser comme ça plus de questions qu'on avait avant le combat en lui-même. Tous les scénarios sont à prévoir. Est-ce que Cody Rhodes ne va pas fauter dans ce combat pour énerver encore un peu plus de ça ses coéquipiers? Est-ce qu'il va pas se monter un petit peu trop proche de Roman Reigns? Je sais que vous êtes aussi beaucoup à trouver que cette alliance Roman Reigns-Cody Rhodes ne fait pas énormément de sens, mais on a d'un côté Cody Babyface, on a Roman Reigns qui revient de se fait par défaut en tant que Babyface, et au vu de son immense popularité, je pense qu'on pouvait pas faire autrement. C'est intéressant de les allier pour voir si il y a une poudrière, et dans ce cas elle explose et on nous donne ce qu'on a peut-être envie de voir d'ici les Survivor Series ou le Royal Rumble, à savoir un nouveau mano à mano entre les deux. Comme le fait WWE depuis très longtemps, c'est semer des graines pour pouvoir arriver à un immense pinacle d'ici WrestleMania. Vous avez compris, quand on regarde WWE, des fois la finalité on l'a que bien plus tard. C'est intéressant cependant de semer des graines, un peu comme à l'époque on l'avait fait avec le match en équipe de John Cena et de The Rock, qui avait battu à l'époque le Miz contre R-Truth. Le Miz il a turn sur R-Truth d'ailleurs. Ah bah tiens, ah bah merde alors, le Miz il est redevenu heel. Bon, ça me permettait de le caser là. Question, penses-tu que ce Premium Live Event est propice à des retours ou des arrivées? Alors j'ai pris cette question volontairement à ce moment-là parce que oui, je pense que c'est le moment idéal, ça y est, on l'a, c'est le moment idéal? Oui? Allez, je dis que oui. À mon sens, c'est le moment idéal pour faire débuter Hikuleo du côté de la Bloodline de Solo Sikoa. Non, ça va, on sait que le gars, il a été signé depuis longtemps, qu'il a commencé un petit peu à s'entraîner du côté du Performance Center. Je pense pas que l'idée d'envoyer Hikuleo à NXT alors que toute la Bloodline, elle est prête, tu vois, dans le roster principal. Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tamatonga, Tangaroa, on fait, bah ouais, on est parti, on met Hikuleo, comme ça ils sont 5, et là on se dit, putain, Roman Reigns à 5 contre 2, avec Cody Rhodes, même si tu rajoutes Kevin Owens et Randy Orton pour faire le backup, on reste toujours en sous-nombre. Alors c'est peut-être le moment de le tenter ce coup-là. Surtout pour préparer les Survivor Series, comme ça on a un beau wargame 5 contre 5, on fait monter l'excitation, mais surtout on choque le monde et on donne la victoire à Solo Sikoa et Jacob Fatu. Parce que là ils ont besoin de cette victoire pour se crédibiliser. On en est encore là à se dire que cette Bloodline elle est pas suffisamment crédible, et ben justement c'est le moment. Là il faut tuer deux personnes qui, même si elles perdent, elles risquent pas de perdre de l'overness. C'est des stars, elles sont établies. Jacob Fatu, Solo Sikoa, ils ont peut-être un petit peu plus besoin. Alors étonnamment, personne ne m'a posé de questions sur le match de championnat qui allait opposer Nia Jax à Bayley, la revanche de SummerSlam. Alors que pourtant, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, ça y est, Nia Jax, elle commence à menacer sa copine, entre guillemets, Tiffany Stratton, et on donne comme ça une potentielle bonne raison à Tiffany Stratton se retourner contre Nia Jax pour encaisser sa mallette et devenir la championne. C'est vrai que Bayley, qui a fait son retour, elle passe un petit peu au second plan dans cette affaire. Pendant le combat, c'est sûr, on aura les yeux plutôt braqués vers la rampe d'entrée pour savoir si Tiffy Time, elle se pointe pas à la bourre. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que Nia Jax, elle pourrait pas juste confirmer sa bonne forme du moment et battre tout simplement Bayley pour asseoir encore un peu plus sa domination? C'est vrai que le règne de terreur qu'on attendait de Nia Jax, on n'est pas encore totalement servi. Alors, je vais prendre le risque de dire que pas de Tiffy Time, ou alors Tiffy Time, elle tente un truc, mais ça merde, et puis voilà. Et Nia Jax, elle bat Bayley, elle passe à la suite, et la suite, c'est... Elle revient quand, Charlotte Flair? On va en parler à chaque fois, hein. Les deux combats suivants, je vais faire là aussi un tir groupé. On a Finn Balor contre Damian Priest, et Liv Morgan qui défend le championnat World Women contre Rhea Ripley, avec petite particularité, Dominic Mysterio qui sera suspendu dans une cage à requins au-dessus du ring. Ah, retour de la cage à requins. La dernière fois, ça s'est pas fondamentalement bien passé. Attends, c'est lequel le dernier? C'est celui avec Jericho ou avec Enzo Amore? Celui avec Enzo Amore, c'était quelque chose. C'est toujours un petit peu marrant cette stipulation de la cage à requins, c'est-à-dire qu'on isole quelqu'un qui potentiellement pourrait intervenir dans le combat, mais la bonne idée qu'ils ont trouvée, c'est de nous l'exhiber quelques mètres au-dessus du ring, et cette personne, elle peut tout simplement avoir glissé quelque chose dans sa poche, et là, balancer dans le ring à la personne qu'elle a envie d'aider, quoi. C'est comme les matchs en cage, on dit ouais, on fait un match en cage pour pas qu'il y ait d'intervention, et puis il y a toujours des interventions au final. Donc là, la différence du match précédent, on n'aura pas les yeux braqués sur la rampe d'entrée, mais on aura les yeux braqués sur la cage. Finn Balor et Damian Priest qui se confrontent enfin depuis le split du Judgment Day, il était temps.
mais vous êtes nombreux à me le dire aussi, ça passe peut-être au second plan par rapport à la feud Rhea Ripley Liv Morgan qui peut-être est à point pour se terminer. Les Terror Twins doivent immédiatement partir à la conquête du titre tag après Bad Blood. Ça fait plus d'un an que ça prend la température autour de Rhea Ripley et d'un potentiel run intergender, c'est l'occasion parfaite avec l'overness de l'équipe. Alors le duo fonctionne très très bien, il y a toujours d'immenses réactions pour Rhea Ripley et Damien Priest dès lors qu'ils apparaissent ensemble à Monday Night Raw. Le statut de star, il est là. Un run en tant qu'équipe intergender, dans le cadre d'un mix tag team match challenge, là je sais plus quoi là sur Facebook, non je pense pas. Malheureusement la position de WWE qu'on peut comprendre aussi autour des combats intergender, je pense pas qu'elle va bouger. Surtout que la finalité de l'histoire, oui c'est de voir Rhea Ripley foutre une trempe à Dominic Mysterio et on n'est pas obligé pour l'instant de valider dans les mœurs l'intergender pour voir Rhea Ripley mettre une trempe à Dominic Mysterio et ça se produira très certainement ce week-end. Les Terror Twins contre le Judgment Day était à un moment donné la feud à Monday Night Raw et ils l'ont bâclé d'une manière, mais vraiment je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais j'ai perdu toute envie envers cette feud. Alors ça, l'explication, on l'a peut-être dans le commentaire suivant. Ne trouves-tu pas que le Judgment Day n'est vraiment pas crédible? Le win-loss record de Carlito, McDonough et Dominic est catastrophique et même celui de Baylor n'est pas extraordinaire. C'est dommage car j'aime bien cette faction, mais elle manque de grosses victoires ou de moments intenses. Et c'est un peu le ressenti que j'ai aussi quand on voit que les mecs à 5 dans leur clan, ils galèrent à en battre seulement 2, de temps en temps 2, 3, quand on rajoute Jey Uso qui fait copain-copain avec Rhea Ripley. Félicitations d'ailleurs à Jey Uso qui est devenu champion intercontinental en battant Braun Breaker, on l'avait pas vu venir. Il y a une espèce de déséquilibre en effet qui se fait quand tu vois que Damien Priest et Rhea Ripley ont l'air de tout écraser sur leur passage, je le dis déjà depuis des semaines, Liv Morgan, quelle crédibilité elle peut véritablement avoir quand elle fait face à Rhea Ripley si elle n'arrive pas avec un plan très très bien conçu pour pouvoir la vaincre. Et déjà à SummerSlam, quand elle prend le titre, elle sait pas que Dominic Mysterio il va turn pour elle. Bref, Liv Morgan elle a une bonne étoile, elle a un peu de chance. Finn Balor dans son combat évidemment qui va s'attendre à avoir des interventions extérieures de JD McDonagh, Carlito pour pouvoir faire pencher la balance en sa faveur. Ce qui manque peut-être au Judgment Day aujourd'hui, c'est un catcheur qui impose le muscle, qui soit un petit peu vu comme la grosse baraque, le garde du corps de Finn Balor, j'en sais rien, un peu à l'époque de Finn Balor quand il était le prince David et Bad Luck Fale, à la naissance, à la genèse du Bullet Club. Ça, c'est un truc qui pourrait me plaire. Maintenant, histoire de régler 2 conflits en un, est-ce que ce programme est amené à se poursuivre, sachant que, Finn Balor et Damien Priest, ils auraient bien mérité une cage pour pouvoir s'affronter, ils n'auront pas de cage, c'est un match simple. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait un autre chapitre raconté soit en weekly ou soit pour le prochain pay-per-view, peut-être les Survivor Series. Et pour ce qui est de Liv Morgan et de Rhea Ripley, là aussi vous êtes nombreux à me dire que vous aimeriez que ça passe à autre chose. Et ça je peux le comprendre parce que le programme a commencé depuis longtemps, qu'on a déjà vu les 2 femmes se confronter au SummerSlam. Là en effet il y a un petit truc qui va changer parce que Dominic Mysterio, on connaît désormais son allégeance. Mais à part un miracle, à part des interventions extérieures et aussi ce qui jouera, c'est la place de ce match par rapport à l'autre sur la carte. Je ne vois pas comment Rhea Ripley ne pourrait pas reprendre le championnat des mains de Liv Morgan, mais ce qui voudrait dire que Liv Morgan va passer bien au second plan en jouant la groupie du Judgment Day, ou alors est-ce qu'elle se servait vraiment de Dominic Mysterio depuis le début? Ça on connaît pas encore toute la psyché derrière Liv Morgan, qui fricotait, je le rappelle, dans le dos de Dominic Mysterio avec Finn Balor. On a des explications? On n'en a toujours pas. Damien Priest contre Finn Balor, si on veut que ça se poursuive aussi, il faut donner une victoire à Finn Balor. Évidemment, ça devrait être crade, Judgment Day ou pas, mais Finn Balor doit gagner ce combat impérativement s'il veut que le programme subsiste et se poursuive. Et comme ça, Damien Priest, on tient aussi écarté de la title picture, parce que faut quand même rappeler que c'est l'ancien champion du monde, et que pour le moment, il est parvenu en compétition parce qu'il a une épine dans le pied, et cette épine s'appelle Finn Balor, le concept même d'un programme d'attente. On attend toujours sa chance pour aller décrocher l'or. C'est pas la finalité, on souhaite décrocher l'or peut-être. Enfin, le main event dans mon esprit, puisque c'est le combat qui va opposer CM Punk à Drew McIntyre, et c'est le seul combat avec la stipulation Hell in a Cell. J'espère de tout mon cœur que ça sera le main event, et d'ailleurs vous êtes beaucoup à vous en inquiéter. Enfin, la conclusion de la rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre, c'est très bien, mais c'était trop long et répétitif à mon goût. J'espère au moins que ce sera le main event, mais j'en doute à cause du match de la Bloodline qui reste d'être plus mis en avant. Alors, oui, mais non. Non, j'ai vraiment envie que ce match
Hell in a Cell, c'est quand même la stipulation phare, soit en main event. Et puis oui, tous les ingrédients sont réunis pour conclure une bonne fois pour toutes le programme entre les deux, hein, qui dure depuis déjà la route de WrestleMania, hein, ça date. Hein. On a aussi mangé beaucoup de matchs entre CM Punk et Drew McIntyre en l'espace de peu de temps. Il y en a eu un début août, hein, SummerSlam avec Seth Rollins en tant qu'arbitre, il y en a eu un fin août à Bash in Berlin, et ça me dérange pas de voir plusieurs fois l'affiche Drew McIntyre contre CM Punk, mais ça va pas déranger non plus, ça me dérangera pas à l'avenir de revoir du Cody Rhodes contre Roman Reigns, mais pour d'autres raisons, parce que les matchs sont très espacés. C'est comme ça me dérange pas de voir du Andrade contre Carmelo Hayes limite chaque semaine, parce qu'ils ont une chimie dans le ring qui est incroyable et ils proposent un catch qui est ultra divertissant. CM Punk et Drew McIntyre, ils ont une bonne chimie verbale, ils se sont bien trouvés, les psychologies des deux là, elles se confrontent bien, ils se rendent bien dans la gueule au micro, mais quand c'est dans le ring, c'est correct. Je peux pas dire que c'est particulièrement excitant. Alors, quid de ce Hell in a Cell match? Il va falloir un scénario en béton. Hein. Pour WWE, ils sont forts pour les scénarios en béton. Ici, c'est le main event. Je compte sur eux pour faire un scénar vraiment en béton. Au vu de ce qui a été raconté dans le dernier épisode de Raw, quelle est la suite à apporter à Drew et CM Punk? De ce qui a été dit, c'est le match qui règle tout dans cette feud pour eux. Quelle suite apporter? Vraiment hype par le match Drew versus Punk, même si la storyline m'endort depuis un petit moment. J'espère qu'ils vont rendre hommage au nom du pay-per-view. Cependant, Drew doit gagner cette rivalité et sortir CM Punk de son crâne et prendre une nouvelle direction. Alors, oui, et plus que oui, je vois Drew McIntyre remporter cette bagarre finale, mais j'ai peur de comment. Le très grand Seth Rollins va coûter le match à CM Punk. Si Rollins intervient dans le match entre Punk et Drew, je ne regarde plus la WWE. Alors, à la fois, c'est la solution de facilité, et d'un autre côté, c'est ma giga crainte. CM Punk, il a déjà un avenir tout tracé avec Seth Rollins. C'était déjà le programme pressenti bien avant que CM Punk ne pose un pied à la WWE. Ils ont teasé leur animosité comme Jaja, mais ils vont attendre le bon moment pour le faire, et le bon moment, c'est quand les deux hommes sont à 100% de leur capacité. Coucou la fiche de WrestleMania qui s'est envolée, coucou l'état de santé de Seth Rollins, coucou la blessure de CM Punk. Drew McIntyre, ça a été un excellent plan de remplacement, mais quand je dis excellent, c'était vraiment un très bon plan de remplacement, mais c'est lui qui a besoin de s'élever, parce que l'épine dans le pied de CM Punk, avant toute chose, dans l'esprit de WWE, je pense que c'est Seth Rollins. Alors comment Seth Rollins doit intervenir dans ce combat? Est-ce qu'il assiste juste à la chute de CM Punk et il se contente derrière de se foutre de sa gueule et venir ramasser les restes? Ou est-ce qu'il va coûter tout simplement la victoire à CM Punk en aidant Drew McIntyre, même si Seth Rollins, je pense qu'avec un tel move, il va pas basculer en tant que heel. Il a suffisamment de following et de très bons arguments face à Punk pour peut-être envisager un scénario à 50-50 pour les semaines et mois à venir. Si Rollins se revient, c'est pour amener son grain de sel dans le match Cody Reigns contre Bloodline ou le Punk McIntyre? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et c'est une excellente question, je te confirme, parce que si Seth Rollins, en effet, on l'utilise pas dans le programme Drew contre CM Punk, il peut très bien avoir quelque chose à redire sur le comportement de Cody Rhodes qui s'est allié à Roman Reigns, alors que Seth Rollins, il s'est littéralement sacrifié physiquement pour que Cody éradique la Bloodline, une bonne fois pour toutes. Bon ça a pas fonctionné puisqu'elle est toujours là la Bloodline. Mais il y a CM Punk qui est arrivé. Ah ouais, bon, il y a encore des problèmes. En fait, Seth Rollins, c'est le grand gagnant de cette affaire, alors qu'il va même pas catcher dans un seul match. Il a déjà 2 programmes qui lui tendent les bras pour faire des blockbusters, que ça soit sur cette saison 2024-2025 ou pourquoi pas même la prochaine. Bah oui, parce que vous savez maintenant, ce genre d'histoire avec une grosse narration, ça prend du temps à bien développer. Est-ce que Seth Rollins sera présent dans le match? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, hein. Ils mettent une cage, mais on sait très bien que les cages, je l'ai dit tout à l'heure. Donc Seth Rollins contre CM Punk, ça a l'air d'être acté pour la suite, mais quid de Drew McIntyre? Le quid, c'est la route vers le championnat mondial, hein. C'est toujours ça qui l'a intéressé. Donc Drew McIntyre, Gunther, peut-être un Sami Zayn dans les parages, peut-être un Sheamus qui pourrait faire un coucou, pourquoi pas un Braun Breaker qui pourrait aussi prendre une direction de babyface, le futur visage de la compagnie, comme WWE tente à nous le vendre depuis longtemps. Je rappelle aussi qu'il y a une grosse échéance qui arrive, c'est Netflix. On va vouloir lancer de gros projets à la période de Netflix pour vraiment donner la giga hype. Alors McIntyre, est-ce qu'il aura enfin son salut final, à savoir son opportunité au titre et revenir au sommet de la chaîne alimentaire, ou est-ce qu'il aura d'autres talents à élever quand c'est pas CM Punk qui le fait pour lui? Parce que si CM Punk il perd le programme contre Drew McIntyre, merci CM Punk. C'est tout pour moi, c'est tout pour ce Sturistradamus. J'espère que cette nouvelle formule vous a un peu convaincu, un peu plu. En tout cas, c'était un plaisir de lire un petit peu vos avis là-dessus et de les utiliser justement. On le reproduira, je pense, pour les futurs Sturistradamus. Merci à tous, on se retrouve
peut-être en live react dans la nuit de samedi à dimanche. Je confirmerai ça sur les réseaux sociaux. Ça dépend aussi, vous le savez, de mon état de santé. Des gros bisous et merci pour tous vos messages de soutien, tous vos encouragements. On se retrouve très très vite. Restez forts, prenez soin de vous. C'était Sturi, ciao, bye bye.